Bon, Brunel, est-ce que on est 27, on attend encore quelques minutes ou? Non, je peux. Bonsoir, Ah chère oui. conférencière, docteur Juni Fwersa Yassin. Bonsoir, chers invités, chers collègues, chers consoeurs, chers confrères, chers amis. Le comité de pilotage du FMC est vraiment heureux de vous accueillir ce soir pour sa 61e conférence qui va se dérouler sur un sujet important pour nous tous, la désinfection des milieux hospitaliers avec, en considérant ces principes généraux et en particulier l'expérience de King's Hospital. Le sujet sera discuté, développé par une personne compétente en la matière et qui a vraiment fait une expérience au King's Hospital. Il s'agit du docteur Juni Fwersa Yassin. Je vous souhaite une bonne participation, une bonne écoute et sans plus tarder, nous allons passer la parole à notre modérateur habituel, docteur Frédéric Barraud-Desjans, qui va vous introduire ou encore vous passer les consignes habituelles pour mieux participer à cette conférence. Merci, docteur Frédéric, vous avez la parole. Merci Brunel. Bonjour encore à tous. Merci d'être encore avec nous. Et un petit rappel tout simplement des conditions générales. Nous avons notre format habituel. De la première heure, il y aura la présentation du docteur Hyacinthe sur le sujet annoncé. Et si vous avez déjà des questions, essayez de les formuler dans la messagerie, là, de le chat. Donc, on ne prendra pas de questions pendant la présentation. Les questions seront traitées au fur et à mesure à partir de la deuxième heure, c'est-à-dire à la fin de la présentation du docteur Hyacinthe. Éventuellement, si parmi vous, il y en a qui souhaitent faire un petit commentaire, vous pouvez toujours lever la main et on vous accordera un petit temps qui sera géré, bien sûr. Sans plus tarder, je vais passer le micro au docteur Derivoire. Oui, bonsoir tout le monde. Encore une fois, bienvenue à la 61e conférence de FMC. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'introduire la conférencière du jour, qui est une collaboratrice, une amie de longue date et une consoeur. Docteur Junifer Sayacinthe est diplômée de la faculté de médecine et de pharmacie de l'UEH en 1978 et a fait une résidence à l'hôpital Lumière de Bonnefin en obstétrique gynécologique et en médecine de famille. Elle a ensuite été stagiaire aux hôpitaux Jean Verdier, Paris et Senlis en France. Après un diplôme de santé publique à Pierre et Marie Curie à Paris 6, elle s'est formée en échographie à l'hôpital Jean Verdier, puis en coloscopie et endoscopie gynécologique à l'université René Descartes, toujours à Paris. Elle a poursuivi en 2004 un diplôme d'études supérieures spécialisé en gestion de la santé à l'Université de Montréal et aussi en collaboration avec l'Université d'État d'Haïti. Comme l'expérience professionnelle est très étoffée, comme vous pouvez voir, de 80 à 81, 1981 à 1990, elle a été un membre du board de la mission évangélique baptiste du Sud d'Haïti. Elle a été directrice de la maternité de Centre de santé Lumière, responsable de formation de sage-femme à CAI. Elle a été chef de staff au département OBGN de l'hôpital Lumière de Bonnefin. Elle a été médecin, et puis bon, elle a fait sa pratique privée en OBGN et en médecine de famille à King's Clinic. De 2005 à 2019, elle a d'abord été un membre fondateur de King's Organization et elle a été directrice exécutive de cette organisation de 2005 à 2019. Elle a fondé en 2010 l'Institut des Sœurs Hyacinthe, qui est une école d'infirmières reconnue par le ministère de la Santé publique.
Elle a été directrice médicale de King's Hospital de 1996 à 2019 et actuellement, depuis 2019 et à date, elle est administratrice de King's Hospital. Elle a obtenu plusieurs distinctions honorifiques, notamment un diplôme honoraire d'assistant étranger à la faculté de médecine de l'Université de Paris-Nord, diplôme honoraire pour 10 ans de service comme médecin au BGN à l'hôpital Lumière et un diplôme honoraire également pour sa contribution à la lutte contre l'infection à VIH. Et je dois ajouter que Junie est pasteur. Ok, c'est quelqu'un qui prêche l'évangile et c'est un de ses premiers titres qu'elle aurait aimé et qu'on présente. C'est pour ça que j'en parle. Donc, c'est avec un grand plaisir, comme je l'ai dit tantôt, que je lui cède le micro où elle va parler d'un sujet qui lui tient à cœur, la désinfection des milieux hospitaliers, un sujet d'importance pour tout le monde, sous tous les cieux, pas seulement en Haïti. Docteur Hyacinthe, tu as le micro. Je dis, mesdames, messieurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend de là où vous êtes. C'est avec un grand plaisir que je suis avec vous aujourd'hui pour partager, pour vous entretenir de la désinfection en milieu hospitalier. Vous allez me permettre de saluer l'assistance en commençant par les personnes qui m'ont invité à être avec vous, l'équipe du forum médico-chirurgical, particulièrement le docteur Eunice Derivoire, Mérisier, docteur Brunel Delaunay, le docteur Frédéric Deschamps-Barreau, qui m'ont fait l'honneur de m'inviter à vous entretenir. À mon tour de saluer mes amis, j'ai vu que dans la salle, j'ai beaucoup d'amis, de connaissances. Je suis tellement contente de vous revoir parce que vraiment, rien que pour ça, j'aurais fait une conférence chaque jour. Donc, bienvenue à la 61e conférence du Forum médico-chirurgical. Notre sujet, la désinfection du milieu hospitalier. Et comme vous l'aurez déjà compris, je fréquente beaucoup d'hôpitaux, j'ai beaucoup fréquenté les hôpitaux sous des titres variés et j'ai toujours eu à cœur la désinfection des hôpitaux. Alors, je dois dire que c'est un sujet un peu complexe que nous allons aborder de façon simple pour permettre un accès à tous. Je m'attendais quand même à avoir un peu de tout le monde dans la salle. Alors, je vais faire un peu d'historique, un rappel historique, une petite revue de littérature. Et je parlerai de la désinfection. Je tiens à souligner non pas de la stérilisation qu'on va laisser à part, c'est trop vaste. Et puis, on partagera un peu l'expérience faite à King's Hospital. Donc, il s'agit d'un sujet complexe, vous comprenez. Pourquoi c'est complexe? Parce que ça implique beaucoup de disciplines, beaucoup plus de disciplines qu'on ne peut l'imaginer. On pourrait dire tous les ministres du pays seraient impliqués dans la désinfection. Et c'est un sujet victime de discrimination, c'est un sujet négligé, parfois même méprisé. Et pourtant, c'est un sujet important et même indispensable. Il y a des choses communes à la désinfection un peu partout. D'abord, c'est historique à qui nous devons donner l'honneur à qui l'honneur est dû. Avec cet historique, nous voyons que la désinfection est un construit de plusieurs décennies, plusieurs siècles, et c'est aussi un construit qui a été très douloureux. La première date que nous retenons, vous voyez, le 9 octobre 1676, en ce qui concerne la désinfection, c'est le monsieur qui s'appelle Antoine van Leeuwenhoek qui rapporte la découverte de micro-organismes apparemment pour la première fois. Nous allons attendre des années
pour que M. Denis Papin nous parle du prototype de ce que nous appelons autoclave aujourd'hui. C'est la marmite à pression qui servait à désinfecter les aliments. Ensuite, nous allons attendre 2 siècles presque pour que M. Louis Pasteur, que nous connaissons quand même un peu mieux que les premiers, nous parle de pasteurisation, de microbiologie, d'immunologie, et même de ses inventions de vaccins, etc. Et nous arrivons à M. Joseph Lister, qui nous a laissé son nom quand même, parce que nous avons un produit qui s'appelle Listerine, qui vient du nom de ce monsieur, qui est considéré comme le père de l'asepsie en chirurgie. Plusieurs années se passent pour arriver à M. Ignace Semmelweis. Lui, il va en souffrir. Il va souffrir de son invention parce que lui, il va nous parler il va œuvrer pour que le lavage des mains soit installé dans les hôpitaux. Mais on se moqua tellement de ce monsieur qu'il était presque fou. On le fit passer pour malade mental et donc il mourut, d'après nous, aujourd'hui, on dirait un peu prématuré, 49 ans d'âge. Il est mort, mais c'est un monsieur qui vraiment a contribué une chose extraordinaire à la désinfection. Nous avons 1945, là, vous voyez, c'est déjà un siècle. C'est pour la première fois que nous trouvons, peut-être que vous avez trouvé d'autres, mais moi, c'est la première fois que je trouve dans la littérature un livre qui nous parle de la désinfection et de la stérilisation. Et ce monsieur, l'auteur, il s'appelle, je n'arrive pas à identifier le E, c'est McCulloch. C'est ce monsieur qui nous a laissé le premier livre. 1980, ce sont les cahiers de santé publique et d'hygiène en France qui font suite à la revue bimensuelle qui était publiée plusieurs années avant, depuis 1929. C'est une revue d'hygiène sociale. Donc, le point d'orgue de la désinfection sera mis sur 1990 avec l'arrivée du sida dans notre monde. Et c'est à partir de ce moment que nous parlerons de seringues jetables, de matériel médical jetable. Jusqu'ici, nous autres, là, les plus âgés, nous avions connu les seringues qui se faisaient bouillir, nettoyer pour être réutilisées, les carrés de gaz et tout ça. Donc, c'est en 1990 que nous avons commencé vraiment à utiliser les seringues jetables et d'autres matériels jetables, que ce soit en salle d'opération ou en consultation, enfin dans les hôpitaux. 1994, le ministre de la Santé publique en France présente un plan de lutte contre les infections nosocomiales amenant au protocole d'hygiène dans les hôpitaux. Et là maintenant, 1996, avec le sida qui s'impose, et 2019, là maintenant, tout le monde ne parle que de désinfection et c'est même un peu la panique. Il y a quand même une hystérie des fois autour de la désinfection. On part dans l'autre extrême. On exagère des fois. Donc, pour parler un peu de littérature, la littérature est devenue très, très, très vaste. Il y a beaucoup de choses écrites sur la désinfection à partir du sida, à partir de COVID. J'ai identifié dans la littérature française le manuel de santé publique de Gilles Breucker et Didier Fassen, les cahiers de médecine préventive de M. Chevalier, Blum, Fournier et Benz. Et sur le net, sur le web, il y a beaucoup d'articles sur les infections nosocomiales. Et en anglais comme en français, j'ai identifié les infections nosocomiales de M. Pepanex et de Malvi. En anglais, Practical Recommendations for Routine Cleaning and Disinfection Procedures in Healthcare Institutions. C'est une revue narrative review, et de Journal of Hospital Infection, volume 113 de juillet 2021, page 104 à 114. Donc là, si vous allez sur le net, vous serez tellement servi que c'est pas la peine de
rester davantage sur la littérature. La désinfection, c'est l'affaire de tous. C'est les grands, les petits, les intellectuels, les ignorants, c'est l'affaire de tous parce que tout le monde sera victime quand la désinfection n'est pas faite. Pourquoi? Dans nos hôpitaux, la désinfection est en lien avec l'infection nosocomiale. L'infection nosocomiale est en lien avec la durée de l'hospitalisation. Vous voyez, j'utilise le mot lien. Il y a un lien entre infection nosocomiale et durée d'hospitalisation. Il y a un lien entre l'hospitalisation, la durée de l'hospitalisation et tout le monde, les médecins, les infirmières, le staff administratif, les patients, tout le monde. Quand la durée de l'hospitalisation s'allonge, ce sont les médecins, ce sont les infirmières qui des fois en sont la cause ou qui en pâtissent. Il y a l'administration. Et on pourrait dire que ça ne concerne pas la famille, et pourtant la famille paie le coût puisqu'il y a des dépenses à faire, il faut payer. Et il y a aussi le risque que cette personne arrive à la maison avec les infections attrapées à l'hôpital et qui vont maintenant contaminer l'environnement extérieur de l'hôpital. Donc, il y a un grand lien entre infection nosocomiale et tout le monde. Pourquoi encore il faut la désinfection? C'est que c'est la désinfection qui contrôle le danger pour les immunodéprimés. Nous avons autour de nous des personnes immunodéprimées qui se connaissent. Et il y a aussi des immunodéprimés qui ne se connaissent pas. Quand, par exemple, il y a une épidémie de grippe, par exemple, vous allez voir, il y a certaines personnes qui vont être malades, il y en a d'autres qui ne vont pas être malades. Et ça, il y a un rapport avec la façon que ces personnes résistent à la contagion. Il y a la désinfection qui maintient le coût prévisible des soins. Quand nous faisons rentrer une personne à l'hôpital, par exemple, pour une césarienne, nous savons que ça va coûter tant. Mais si il y a l'infection qui se met dans la plaie et que la personne est obligée de revenir à l'hôpital pour des soins, définitivement, ça augmente le coût des soins. Et il y a la désinfection qui prévient les infections nosocomiales, on comprend ça déjà, et la désinfection qui prévient des complications comme abcès, etc., et garde l'augmentation du taux de mortalité. On peut avoir fait une très belle chirurgie, une très bonne chirurgie, et puis hop, il y a une infection qui se mêle de la partie, et puis voilà, le patient ou la patiente nous file entre les doigts à cause de cette infection. Donc, la désinfection garde de l'augmentation du taux de mortalité dû à l'infection. Toujours pour continuer avec la même rubrique, certaines personnes peuvent encore en douter, mais le réservoir des germes qui infectent le monde, qui infectent les patients, pour la plupart, c'est l'humain. Et la transmission de ces germes passe par le contact direct ou le contact indirect. Et le risque existe pour les patients, pour le staff, pour les membres de la famille et pour les visiteurs. Donc, par définition, qu'est-ce que c'est donc que la désinfection? Eh bien, c'est le moyen qu'on se donne ou les moyens qu'on se donne pour diminuer la masse de microbes qui pourraient envahir l'organisme humain. Une définition simple. La désinfection est différente de la stérilisation dont l'objet est l'absence absolue de micro-organismes. Quand nous parlons de stérilisation, nous ne voulons du tout pas avoir un seul micro-organisme dans notre affaire, dans notre objet. Alors, nous remarquons que l'humain fait partie d'un écosystème et le but de la désinfection est de faciliter l'équilibre du corps humain dans le système et non pas la stérilisation de l'environnement du corps humain.
je pense que nous tous, nous avons déjà compris, réalisé que stériliser notre environnement servirait beaucoup plus à fragiliser notre système que de le renforcer. Ça veut dire le corps humain doit se battre dans son environnement. On assume que le corps est en mesure de se battre et de se défendre. Le corps qui se porte bien, le corps qui n'est pas en déficit immunitaire. Donc, l'objectif de la désinfection des locaux, c'est la propreté des lieux. L'objectif de la désinfection du matériel concerne tout ce qui pourrait entrer en contact avec la peau saine dans le but de diminuer la quantité de micro-organismes qui se trouvent dans ce matériel. Il n'y a pas de transmission, on comprend donc qu'il n'y a pas de transmission de maladies contagieuses en comptant sur les premières lignes de défense de l'organisme. Ça veut dire l'intégrité de la peau, des muqueuses, de liquide digestif, etc. Donc, avec la désinfection, le corps participe à la lutte contre l'invasion microbienne. Alors, une bonne désinfection doit nécessairement tourner autour d'une autorité et c'est aussi un travail d'équipe. Pourquoi? Parce que pour faire une bonne désinfection, il faut une procédure, ce qui est donc une marche à suivre, des instructions, des protocoles, etc. Et il faut des processus et une organisation des tâches. Il nous faut former et motiver le staff. Il faut des choix en fonction de notre société, en fonction de notre économie. Il faut respecter la culture du lieu. Il faut aussi ne pas négliger la supervision quotidienne. Et la plus importante de toutes, c'est la valorisation professionnelle. Si le staff se sent méprisé, maltraité ou n'importe, eh bien, le travail de désinfection sera aussi mal fait. La désinfection chez nous, et ce n'est pas chez nous seulement, je dois vous le dire, doit tenir compte de certains intrus que nous appelons des nuisances. Les rongeurs. Les rongeurs se multiplient rapidement. Une portée de rat, si je me souviens bien, donne 30 rats. Le rat nous donne 30 petits par portée. Donc, en une année, on a une colonie extraordinaire. Donc, il faut se rappeler qu'on n'a pas besoin des rats, qu'on n'a pas besoin des souris, qu'on n'a pas besoin des insectes, ravets, fourmis, mouches, moustiques. Et dans certains cas, des animaux domestiques. En fait, bon, en Haïti, il n'y a aucune raison pour croire qu'on a besoin des chiens et des chats à l'intérieur de nos structures hospitalières. Donc, il y a donc des choix à faire en fonction des enjeux. Et des fois, il faut même faire une étude de faisabilité. L'étude de faisabilité est nécessaire parce que le staff, l'environnement, les patients doivent être d'accord avec ce qui se fait. Il faut bien choisir les produits et le matériel de désinfection, des agents infectieux. On choisit le produit, les matériels en fonction des agents infectieux qu'on vise, en fonction de leur disponibilité, des accessibilités, des compatibilités et aussi la toxicité contrôlable. Il y a des produits dont on ne peut pas facilement contrôler la toxicité. Il faut donc des personnes habiles, des personnes bien entraînées. Et il faut toujours penser à un coût qui doit être abordable. Nous avons identifié les deux grands types de désinfection. On utilise la désinfection physique, qui est la chaleur sèche ou humide, ou encore par radiation, les rayons ultraviolets, ou la désinfection chimique qui utilise les produits chimiques. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de produits chimiques actuellement sur le marché pour la désinfection. Notre expérience à King's Hospital
Nous avons fait de la désinfection notre stratégie de lutte contre les infections nosocomiales, même en chirurgie. C'est-à-dire, en plus de la stérilisation en chirurgie, la désinfection a toujours sa place, même avant la stérilisation. Nous définissons une désinfection, nous disons qu'une désinfection est acceptable quand c'est propre, c'est-à-dire sans saleté visible, sans saleté évidente, et que le matériel a été sans contact avec ce qui est sale et qu'il n'y a pas d'odeur non plus qui s'en dégage. Si c'est sans saleté, remarquable, évidente, si c'est sans contact avec ce qui est sale, si c'est sans odeur, nous disons que la désinfection est acceptable. Nous avons fait le choix, nous autres, de l'économie et de l'autonomie. Et pour ceci, nous avons choisi le Clorox pour les surfaces et les linges, le bicarbonate comme linge, pour le linge, les céramiques et les tuyaux. Il y a un produit qui s'appelle le Clean qui est sur le marché qui fait les toilettes très bien, le fond des toilettes que nous utilisons aussi. Et nous avons une grande variété de brosses, les brosses à manches longues pour les toilettes, les brosses à plus courtes, les petites brosses. Ça dépend de ce qu'on peut faire, de ce qu'on veut faire. Nous avons fait le choix d'utiliser les mops au lieu de vadrouilles jetables. Nous avons choisi des machines à essorer, le mop et des seaux. Nous avons des gants de ménagère et des gants jetables, un aspirateur et pas de balai, des sacs de poubelle et des poubelles. Je devrais ajouter à couvercle. On ne peut pas dans un hôpital admettre des poubelles sans couvercle. Et il faut aussi que nous ayons des poubelles qu'on peut changer, qu'on peut déplacer chaque jour, qu'on peut vider, voici le mot, qu'on peut vider chaque jour. Parce que si la poubelle doit rester là pendant une semaine ou pendant un mois, ça devient insupportable. Donc, la poubelle doit être vidée chaque jour. Nous soulignons les avantages du Clorox. C'est un antimicrobien à large spectre, c'est pour ça que nous l'avons choisi, qui agit rapidement, qui est aussi sporicide, sans danger pour la peau, biodégradable, donc sans danger pour l'environnement. Un produit qui est à la fois disponible et accessible à tous et qui est peu coûteux. Nous avons maîtrisé, ou bien les désavantages du Clorox sont facilement maîtrisables. C'est que c'est un produit inactif en présence de protéines, comme beaucoup d'autres désinfectants d'ailleurs. Donc, il faut enlever les traces de sang et autres protéines avant son utilisation. C'est un produit corrosif, nous parlons du Clorox. C'est un produit corrosif sur les métaux, donc on l'évite. Pour les ciseaux, les pinces, enfin le métal, on l'évite. C'est un produit qui a une courte vie sur les étagères, 3 mois à peu près, mais qui se conserve à l'abri de la lumière et de la chaleur. C'est un produit qui a une odeur forte, qui peut être des fois irritant, et donc la ventilation et le dosage contrôlent cette situation. Pour ceci, nous mettons en alerte la vue et l'odorat. Nous avons misé, nous aussi, sur la motivation et la formation du staff, le niveau scolaire des hygiénistes, parce que c'est très pénible de former pour ce travail des gens qui ne sont vraiment, qui ne savent pas lire ou écrire, c'est difficile. Donc, c'est mieux d'avoir des gens qui peuvent quand même lire et écrire correctement, un bon niveau. Nous faisons le recyclage annuellement et la mise à jour régulièrement. La procédure, ce que le règlement prévoit, le protocole et le processus.
Voici notre protocole. Notre protocole prévoit qu'il faut désigner les zones stériles, propres, sales, hautement contaminées. Il faut une route qui sépare ce qui est sale de ce qui est propre. Il faut l'isolement des contagieux. Nous avons classé la désinfection en 2 types. C'est pas nous seulement, c'est un peu comme ça. Il y a la désinfection extraordinaire qui se rapporte au rythme de désinfection aussi souvent que nécessaire. Donc, c'est ce que nous faisons après un accouchement ou après une chirurgie, aussi souvent que nécessaire. Et il y a une désinfection ordinaire qui se fait à horaire fixe dans les salles chaque jour. Et cette désinfection ordinaire peut être terminale ou en cours. La désinfection en cours, c'est la désinfection que nous faisons avec le ou la patiente dans son lit. Ça veut dire que le traitement n'est pas terminé. Et la désinfection terminale, c'est la désinfection quand le patient ou la patiente est parti, quelle que soit la direction, la morgue ou la maison. La désinfection de la chambre se fait, c'est la désinfection terminale. Et dans cette désinfection ordinaire, il y a aussi, en dehors de la quotidienne, il y a une désinfection périodique. Qu'est-ce que nous entendons par désinfection périodique? Ce sont des gestes, des désinfections que nous faisons soit chaque semaine, soit chaque mois, en fonction des besoins. Par exemple, on ne peut pas oublier les toiles d'araignée. Même si on ne les voit pas, si on ne les enlève pas un jour, elles vont s'imposer à nos yeux. Il y a les taches dans les murs. Même si on ne les voit pas, il faut quand même les laver, les poignées de porte, etc. Donc, il y a une désinfection périodique qui se fait également. Et il ne faut pas oublier le roulement des hygiénistes. Sans la présence des hygiénistes, il n'y a rien qui se fait. Notre protocole prévoit aussi le choix du matériel et des produits, le mode de gestion des aliments et des boissons, les points de lavage des mains. On demande au staff, au personnel de laver les mains, mais s'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas de point de lavage, eh bien bon. Il y a une politique d'utilisation des gants que nous appelons le ici et maintenant. La politique d'utilisation des gants ici et maintenant, ça veut dire les gants sont enfilés pour faire une tâche et sont enlevés immédiatement après. On ne circule pas avec les gants en main, sur les mains. On a harmonisé les horaires de désinfection sans oublier la gestion des poubelles. Autant que faire se peut, on essaie de faire la désinfection en dehors des heures de visite, de consultation, en dehors des heures de repas. Et pour les couloirs, quand il y a de l'électricité, bien sûr, on essaie de faire les couloirs la nuit, quand il n'y a plus de circulation, pour diminuer beaucoup de choses, pour diminuer les risques d'accidents, puisque les couloirs mouillés peuvent entraîner des accidents. Mais aussi, c'est comme si on est en train de perdre son temps, puisqu'en Haïti, nous avons la boue, les gens rentrent n'importe comment, et donc, à peine terminé, on dirait on doit encore recommencer, surtout quand vous avez un parquet qui est pavé de céramique blanche. Attendez. Le processus, les étapes de la désinfection, chez nous, le processus comprend le ramassage des déchets ou ordures, la sortie des poubelles. Les poubelles doivent sortir par la route sale vers la lessive ou le dépotoir. Ça veut dire les poubelles qui contiennent le linge sale s'en vont à la lessive, les poubelles qui contiennent les détritus, les ordures, s'en vont au dépotoir. Ensuite, on procède au rinçage à l'eau claire, au besoin pour éliminer les traces visibles, les traces de sang, les traces de pus, les traces de boue ou de n'importe quoi.
Et on procède au lavage simple des surfaces. Le lavage qui se fait à l'eau chlorée, le lavage simple, ou la technique des dessous. Alors, pour la technique des dessous, il faut un peu ce matériel. J'espère que vous voyez. C'est pas la couleur, c'est pas à cause de la couleur, il faut 2 seaux. C'est comme le nom l'indique, il faut 2 seaux. Un seau qui est muni d'une machine à essorer et l'autre seau qui est un seau ordinaire simple pour la technique des 2 seaux. Et cette technique est utilisée avec le mop ordinaire. On ne peut pas l'utiliser avec la vadrouille jetable, c'est trop compliqué. On utilise la technique des 2 seaux dans les chambres d'isolement ou la surface hautement contagieuse. Le processus dans les chambres contaminées, c'est la même chose, ramassage des ordures, tout à la poubelle. Si la chambre est hautement contaminée, tout s'en va à la poubelle. Il faut rincer à l'eau claire au besoin. Et même quand on a fini de rincer torchon, mop ou serpillière à la poubelle, et puis maintenant, on applique la technique des 2 seaux. Pour appliquer la technique des 2 seaux, nous recommandons des fois, quand c'est nécessaire, port de blouse, de gants, obligatoirement, de masque quand c'est nécessaire, de couches-chaussures également quand c'est nécessaire. Port de gants et de blouse obligatoire. Encore la technique des 2 seaux, il s'agit d'utiliser un seau contenant le produit nettoyant, un deuxième seau pour rincer le gant et le torchon ou la serpillière après chaque mouvement. Ceci, c'est pour éviter de ramener de la boue dans le produit de nettoyage. Ainsi, on doit terminer avec la ventilation ou la mise en quarantaine si c'est nécessaire. La supervision est indispensable. L'évaluation qualitative a toujours sa place. Et qu'est-ce que nous appelons évaluation qualitative? Ça veut dire une évaluation sans chiffre. Nous allons regarder est-ce qu'il y a une odeur qui persiste, est-ce qu'il y a une tache qui persiste. Nous faisons attention à la toile, aux toilettes, aux toiles d'araignée. Il faut regarder sous les lits, nous regardons sous les lits, sous les placards, les réfrigérateurs. Et nous évaluons la satisfaction des clients. Nous mettons les clients en première ligne. Parce que si le client, patient, médecin, infirmière et visiteur arrive et nous dit « Ah, la chambre n'a pas été nettoyée aujourd'hui », il faut immédiatement réagir parce que ça, c'est la satisfaction des clients qui va nous aider dans notre contexte à nous pour garder les lieux propres comme nous voulons vraiment. La gestion des nuisances et des déchets sans délai, on l'a déjà dit, mouche, moustique, ravet, cafard, blatte, souris, rat. Dès qu'on voit un seul apparaître, c'est qu'il y en a d'autres. Il faut réagir énergiquement et immédiatement. Les eaux usées ne peuvent pas rester non plus dans la salle ou bien dans le voisinage pour ramener les moustiques et les mouches, les ordures à la poubelle. L'évacuation des cadavres, ça, je n'ai pas besoin d'insister sur cette affaire. Je pense que tout le monde le fait et comprend pourquoi. Évacuation des linges et instruments sales correctement. Les poubelles sont toujours munies de couvercles et de sachets. Il n'est pas question de vider une poubelle dans l'autre. La poubelle est évacuée dans le sachet. Nos défis sont toujours les mêmes. Vous comprenez que quand on a décidé, par exemple, de jeter tout ce qui a servi dans une chambre contaminée, nous faisons face quand même à une situation où les ressources sont mises à l'épreuve. Donc, le manque de ressources se signale souvent, manque de niveau scolaire, je l'ai déjà mentionné, la rétention du personnel formé, bon, on doit se résigner avec ça parce que on forme le personnel, mais aussitôt formé, aussitôt aussi, on peut perdre une personne qui est bien formée parce qu'il y a d'autres travails qui attendent et nous n'avons pas le salaire compétitif pour les retenir.
Et puis, il y a l'implication et la responsabilité du staff. C'est pas tout le monde qui se sent responsable ou impliqué dans la gestion de la désinfection de l'hôpital. Un peu, il y a des personnes qui vont dire, ça, c'est pas mon affaire. Je suis venu pour voir, pour visiter mon patient. Je visite mon patient et je m'en vais. Et que la salle soit propre ou sale, ça ne me regarde pas. Donc, et ça, c'est important parce que, et plus nous avons des gens qui participent, rien qu'à dire, ah, madame, s'il vous plaît, la salle n'est pas nettoyée, ça aide. Mais si tout le monde dit, ah, ça ne me regarde pas, eh ben, ça ne marche pas. Donc, le staff, les visiteurs doivent s'impliquer. Alors, mes perspectives et recommandations, c'est que dans nos hôpitaux, ce serait bien d'avoir l'implication de l'autorité de l'État. Parce que nous avons besoin de continuer à faire la formation des formateurs. Nous avons aussi besoin, parce que moi j'aimerais bien voir qu'on puisse travailler en harmonie, que tout le monde plus ou moins comprend pourquoi on fait quelque chose et pourquoi on ne fait pas aussi. Donc la formation des formateurs, un curriculum standard, un protocole national et la supervision centrale. Nous aurions besoin des fois de recherches ciblées dans certaines circonstances et de désinfection spécifique ou même personnalisée, et la formation continue pour le staff, la valorisation des agents sanitaires et la sensibilisation à la propreté de l'environnement, commençant des fois à l'école, pourrait nous aider énormément. Alors, merci de votre écoute. N'oubliez pas, la désinfection, c'est l'affaire de tous. Merci, docteur Yacine, de cette belle présentation. C'est dit en mots très simples. Je vais rappeler que vous pouvez poser des questions dans l'assistance, vous pouvez poser des questions à travers la messagerie sur le chat, ou bien alors, si vous le souhaitez, vous pouvez lever la main et pour poser les questions, on vous donnera un petit temps d'intervention. Et je n'ai pas encore... Alors, peut-être juste une petite précision, docteur Hyacinthe, quand vous parlez des vadrouilles jetables, Ouais. par rapport au MOP, est-ce que vous faites une différence et aussi dans l'utilisation aussi versus vadrouille versus MOP? Oui, alors j'ai utilisé le mot mop parce que je sais que les Haïtiens vont se retrouver directement tout de suite. Et je pense qu'on utilise vadrouille pour le tout. Le mop est aussi une vadrouille. Mais le mop que nous avons l'habitude d'utiliser en Haïti, jusqu'à présent, pour moi, ça convient parce que nous pouvons l'utiliser dans n'importe quel seau. Alors que la vadrouille plate, qui a une espèce de serviette qui l'entoure comme un gant, et qu'on passe, après ça, il faut l'enlever pour envoyer à la stérilisation, euh, n'est pas toujours adapté. On peut l'utiliser, pour moi, dans, à l'administration, dans la salle d'administration, les zones désignées comme plus ou moins propres, on peut l'utiliser. Mais quand on commence à l'utiliser dans une salle, par exemple, qui est badigeonnée de sang simple, ce qui arrive, c'est que le personnel ne comprend pas. Le personnel n'a pas la chance de rincer le mop. On va avoir les mouches qui vont revenir, on va avoir l'odeur qui va persister, etc. Donc, ce type de vadrouille, on peut l'utiliser dans l'administration, à la salle de conférence, quoi encore, les zones propres, mais quand il s'agit de lieux d'accouchement, de salles d'opération, même du couloir où tout le monde marche, je trouve ça difficile à utiliser. Merci de la réponse. Et je vais peut-être passer le micro au docteur Derivoire, qui voudrait faire une intervention. Docteur Derivoire.
OK, merci, docteur Desjans, merci, docteur Hyacinthe, pour cette conférence très instructive. Alors, ma question, alors, on parle de désinfection dans les milieux hospitaliers. Je ne sais pas si on peut considérer nos cabinets privés au même niveau qu'un milieu hospitalier, mais est-ce que tout ce que tu as dit là, en tout cas à un degré moindre peut-être, n'est pas valable aussi pour nos cabinets privés? En effet, tu sais, c'est l'économie du temps qui m'a fait accélérer un petit peu. Mais en fait, oui, même à la maison, si nous avons une personne à soigner à la maison et que cette personne est au lit, et bon, c'est comme si on avait un lit d'hôpital. Donc, ce sont les mêmes choses. Oui, maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de médecins dans la salle. Ça veut dire que votre jugement à vous va vous permettre d'utiliser une vadrouille ordinaire comme le mop que nous utilisons dans nos salons, ou une vadrouille en forme de gants à enfiler sur un manche pour faire le travail. La chose, c'est que il faut pas badigeonner l'espace avec ce qu'on croit devoir enlever. Il faut le faire de façon méthodique. Merci. Bon. Je vais passer le micro à quelqu'un que ça fait longtemps que je ne s'était pas rencontré. Et je salue Madame le maire, Miss le maire. Donc, Miss le maire, est-ce que tu veux intervenir? Bonsoir, docteur Desjans, ça fait plaisir de te revoir, Merci. plaisir de revoir et docteur Hyacinthe. Pardon, nous lui présentons nos félicitations pour cette présentation très instructive. Maintenant, je reviens avec le docteur Desjans qui avait posé la question sur le MOP. Nous revenons au MOP. Et docteur Hyacinthe, et tu as parlé de vadrouille, tu as parlé de MOP, mais en Haïti, dans nos différents hôpitaux, on n'utilise pas la vadrouille, on utilise le MOP. Je pense à ce moment, et si tu le permets, et nous devrions adopter une autre façon de désinfecter les salles. Parce que, comme tu as dit dans ta présentation, tu as parlé de supervision qui doit être toujours effective. Donc, si on ne regarde pas ces gens, ils font n'importe quoi. Une salle, alors, badigeonnée de sang, vous imaginez la chirurgie vient d'intervenir ou bien l'OBGN vient d'intervenir, et du sang est tombé et puis il passe quelque chose. Bon, j'ai dit quelque chose, c'est entre guillemets, parce que des fois, on ne voit pas vraiment le mot. Parce que, donc je ne sais pas si vous comprenez mon idée. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que nous devrions faire pour ce personnel concernant ce matériel, du moins, le MOP? Nous restons au MOP. Nous avons beaucoup d'autres questions, mais nous commentons, puisque l'auteur a déjà enclenché le MOP, nous stations sur le MOP pour voir comment aider le personnel, nos confrères, et aussi les infirmières, parce qu'il y a des médecins qui ont des hôpitaux, il y en a qui ont des centres hospitaliers. Donc, nous devrions les aider en ce sens pour diminuer le coût et des infections nosocomiales. Ouais, le MOP et le Clorox sont de bons alliés pour nous. Très bien. Il suffit de les maîtriser. Le MOP doit être lavé à la fin de la tâche, quand on a fini de travailler avec. Le MOP est lavé et séché. Nous avons un soleil qui nous rend un grand service. On peut laver et sécher. S'il n'est pas lavé et séché, il va dégager de l'odeur. Le jour suivant, on va s'en rendre compte. Ouais. Donc, il est lavé et séché. Et le MOP, quand il y a du sang, il faut d'abord enlever le sang, laver à l'eau claire, enlever le sang, avant de passer de badigeonner de Clorox pour enlever l'odeur, pour enlever les taches aussi. Donc, le MOP est un bon allié. Maintenant,
j'ai insisté un petit peu sur la vadrouille, c'est parce que je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu, et vous savez que les Haïtiens sont un peu sophistiqués, donc tout ce qui est nouveau, ok, est beau. Donc j'ai déjà vu ça, mais c'est pas la meilleure chose parce que le staff ne comprend pas. Le staff aime avoir le nouvel instrument là, mais ça badigeonne la maison et ça ne rend pas service. Le mop, le même type de mop que nous avons dans nos salons avec la machine à essorer, c'est la meilleure des choses parce que les patients, pardon, pas les patients, les employés ne doivent pas non plus utiliser leurs mains pour essorer le mop. Il faut cette machine à essorer. Merci. Je ne sais pas si tu peux continuer, docteur Deriva ou docteur Desjans qui passe la parole. Mais oui, docteur, Madame le maire, ça va. On a quelques interventions à venir, mais allez-y. D'accord, merci beaucoup. Et que penses-tu, docteur Hyacinthe, de l'uniforme? Puisque nous sommes dans la désinfection, nous prenons toutes les précautions nécessaires pour éviter les infections nosocomiales. L'uniforme de l'infirmière ou de l'auxiliaire qui rentre à l'hôpital, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de changer de méthode? Parce que elle porte l'uniforme, cet uniforme circule dans les camionnettes ou dans un taxi, ou si c'est une personne qui possède une voiture, et cet uniforme passe au marché, et ce même uniforme rentre au supermarché, et cet uniforme revient à l'hôpital. N'y a-t-il pas de risque d'infection, tandis que nous faisons tout ce qui est à notre pouvoir pour désinfecter et chasser les microbes qui pourraient entraver la vie de nos patients? Bon, et Daniel, c'est Daniel, pas vrai? Oui, c'est Daniel. Je ne t'ai pas salué. Merci, Daniel. Merci d'être là. Oui, Oui, c'est un plaisir. regarde, c'est pas le premier problème. Parce que ça va se dire pour les médecins, pour les visiteurs, pour tout le monde. Tu vois? C'est pas le premier problème. Donc, les infirmiers ont leur uniforme. C'est comme nous avons nos vêtements, nous marchons dans la rue, nous arrivons à l'hôpital. Les hôpitaux doivent avoir leurs normes, leur façon de gérer tout le monde, pas seulement les infirmières. S'il faut une blouse pour visiter une patiente ou un patient qui serait peut-être à haut risque, tout le monde porte la blouse. Mais dans une salle ordinaire où nous avons tant de visiteurs, toute la famille qui va et qui vient, etc., je ne pense pas que le risque est avec les infirmières. C'est la même chose avec les parents, la même chose avec les médecins, la même chose avec tout le monde. OK? C'est que seulement dans les salles où nous avons les patients et les patients ou bien immunodéprimés ou bien qui représentent un danger en termes de contagion pour l'environnement, que nous devons porter une blouse pour notre visite. Les médecins comme les infirmières et les visiteurs également, personne n'échappe. D'accord, parce que nous pensons que c'est très important pour ce genre de patient. Merci beaucoup. Et vas-y, docteur, déjà, je reviens. Ok, ben oui, n'hésite pas, Daniel. Et parce que il y a d'autres mains levées aussi. Eh Donc, bien, vas-y. il faut gérer tout le monde. Et puis, C'est ça. ok, donc je vais demander Je au reviens. docteur. Mais oui, on a une demande d'intervention du docteur Fritz Lolagne. Merci d'ouvrir le micro. Docteur Fritz Lolagne. Ok, dans ce cas, on va essayer M. Juan Fouché. Oh non. Okay. Alors, ok, docteur Lolagne, allez-y. Bonsoir, docteur Delaunay. Bonsoir, docteur Hyacinthe. Je vous remercie pour ce sujet combien important, particulièrement pour nous autres en Haïti. Et il y a eu beaucoup de négligence dans le passé qui fait que les soins médicaux coûtent
beaucoup plus cher que normalement. Alors, parce que quand l'infection se met dans la partie, vous comprenez très bien que les gens doivent s'acheter les médicaments nécessaires pour combattre l'infection. Alors, une petite précision que je voulais apporter, parce que pour avoir travaillé à travers Haïti dans un programme de contraception chirurgicale, où nous faisions de la chirurgie ambulatoire un peu partout, et les gens s'en allaient avec nos numéros de téléphone pour qu'ils puissent nous appeler le jour même, pour qu'ils puissent nous appeler et quand ils ont des complications. Donc, la solution chlorée dont vous avez parlé, docteur Hyacinthe, et pour décontaminer les instruments, je pense que c'est la première, en effet, c'est la première étape de traitement des instruments chirurgicaux, la décontamination. Cette solution, pour prévenir la corrosion des instruments par le chlore, cette solution doit être une solution diluée à 0,5%. Il y a une formule pour préparer cette solution. Parce que sur les gallons contenant la solution de chlore qui est concentrée, il y a un petit rond où ils mettent la concentration du chlore. Donc, la formule, c'est solution pour préparer une solution à 0,5%, c'est solution concentrée divisée par solution diluée moins 1. Maintenant, après, malgré tout, avant de faire le lavage des instruments dans une solution à l'eau de savon, disons après avoir décontaminé les instruments, la décontamination, malgré qu'on utilise une solution diluée, ne doit pas durer au-delà de 20 minutes pour prévenir la corrosion. Maintenant, le rinçage est important avant qu'on passe au brossage de ces instruments sous eau. Ouais. Pourquoi sous eau? Pour éviter les éclaboussures qui peuvent être très dangereuses pour le personnel qui manipule ces instruments. Parce qu'une solution, disons une goutte de sang et de 10 puissance moins 8, 10 puissance moins 8 d'une goutte de sang est microscopique. C'est tellement petit. Quand ça tombe sur la muqueuse de l'œil, si la personne qui traite les instruments et reçoit cette 10 puissance moins 8 d'une gouttelette de sang, cette personne peut être contaminée par l'hépatite B. La contamination se fait plus facilement par l'hépatite B que pour l'hépatite B que pour le sida. Et c'est pourquoi il y a beaucoup plus beaucoup plus de cas de sida que d'hépatite B, parce que l'hépatite B est plutôt rare, étant donné que les deux peuvent être contactés lors d'un accident quand on pratique la chirurgie, mais il y a le facteur sexuel aussi. Et ces infections sont considérées comme des infections sexuellement transmissibles. Donc, maintenant, je dois vous dire que je pense que votre sujet est d'une importance capitale pour nous en Haïti et les jeunes devraient, je pense que vous devriez reprendre la conférence pour que un maximum de jeunes médecins, infirmières, auxiliaires puissent en bénéficier. Je vous remercie. J'ai été un peu long, mais vous savez, c'est pas de ma faute. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas entendu aussi. Oui. Eh bien, je suis là.
je suis ouvert et en temps et lieu, je crois que je reviendrai pour vous aider à participer dans l'éducation des jeunes. OK, bienvenue. OK, merci, docteur. Merci beaucoup, docteur Lola. OK, très bien, Merci. docteur Yassin. Bye bye. Merci, docteur. Nous allons passer le micro à Ron Fouché. Ronald. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Ronald Fouché. Oui. Bon, le micro est là. Donc, Ronald. Ah, apparemment non. On va passer à Idovia Emmanuel. Bonsoir. Bonsoir, Emmanuel. Ah, il y a beaucoup de mains levées, mais OK. Eh bien, dans ce cas, docteur Bijou. Docteur Bijou. Docteur Bijou. Qu'est-ce qui se passe avec docteur Bijou? Est-ce que... Allô, c'est Emmanuel. Allez-y. Allô? Oui, allez-y. Oui, oui. Alors, comment peut-on vérifier dans un premier temps, et je peux dire, voir l'efficacité du protocole de désinfection? Comment peut-on le vérifier? Okay. Et comment peut-on le mesurer dans un second temps? Mesurer, c'est ce qui reste à faire. Vérifier, n'oubliez pas que nous avons parlé d'un programme qui se fait macroscopiquement parce qu'il est question de diminuer la quantité de microbes. On ne s'attend pas à avoir 0 microbe. Si c'est pour la stérilisation, oui, on peut facilement vérifier parce qu'il faut seulement envoyer dans un laboratoire, faire la culture de prélèvement et vérifier que si telle ou telle chose est bien stérilisée. Pour la désinfection, il suffit de diminuer la masse de microbes à un niveau que le corps, l'immunité puisse réagir avec. Donc, pour nous avons fait la décision de considérer comme acceptable une désinfection qui est acceptable. C'est une désinfection qui est macroscopiquement acceptable. Ça veut dire, je regarde, il n'y a pas de saleté visible. Je sais que cet instrument ou la chose considérée n'a pas été en contact avec ce qui est sale. Par exemple, si je mélange du linge sale avec du linge propre, ou bien du linge, oui, propre, le linge propre n'est plus propre. Donc, ça n'a pas été en contact avec ce qui est sale. Et puis, il n'y a pas d'odeur. Ça veut dire, quand il y a quelque chose qui se passe, je ne sais pas si pour tout le monde, parce qu'il semble qu'on n'arrive pas encore à mesurer le degré de perception des odeurs pour les individus, mais en gros, quand il y a la présence de quelque chose, l'odeur est là aussi. Donc, si vous comprenez, par exemple, quand je mets un peu de parfum ou un désodorant, on ne met pas une très grande quantité, et pourtant l'odeur se perçoit. Donc, quand il y a une chose qui n'est anormale dans l'environnement, comme un ravet, ou qu'il y a aussi de l'urine ou du sang, l'odeur se perçoit. Ça veut dire que quand vous rentrez dans une salle, ou que je rentre dans une salle, que je perçois une odeur anormale, c'est qu'il y a une chose anormale dans cette salle. La salle n'est pas désinfectée. Donc, c'est une évaluation macroscopique où nous mettons à profit l'odorat et la vue. OK? Est-ce que Merci beaucoup. ça répond à votre question? Oui, elle est satisfaite. Oui. D'accord. Alors, on va passer le micro à Ronald Fouché. Est-ce que vous êtes là maintenant? Ronald Fouché, c'est Georges Charles qui est chez Ronald Fouché. Georges Charles. OK. Oh. Bonsoir, Junie. Compliment pour la présentation. Merci. Docteur Déjà aussi, compliment. Merci, docteur Charles. J'ai entendu la voix de Fritz Lolin aussi, je suis content. Oui, il était là. Oui. Il est là.
Non, ce que je voudrais dire, l'expérience que j'ai fait à la ClimaPev, c'est qu'on a demandé aux infirmières, lorsqu'on fait la grande asepsie dans la salle, les infirmières sont présentes au moment de l'asepsie. Et ça nous donne justement la possibilité d'avoir vraiment une meilleure asepsie. Les infirmières participent à l'asepsie. Oui. OK? Deuxième chose, pour les infirmières, le personnel en général, elles viennent avec leurs habits de l'extérieur, mais quand elles rentrent à la maternité, on leur fait changer d'habits systématiques. Donc, ça aussi nous évite justement des infections, surtout. Donc, on peut dire qu'on est chanceux avec cette méthode-là qu'on utilise. Premièrement, les infirmières qui participent à l'asepsie, les grandes asepsies, parce qu'on en fait presque une chaque semaine, avec tout le petit personnel, les infirmières, OK, dans les deux grandes salles et la salle de néonatologie. Excellent. Excellent. Pour une maternité, c'est très recommandé. Se changer en rentrant. C'est comme la salle d'opération d'ailleurs. C'est comme la salle d'opération. Et il faut se changer. Pour la maternité, les salles d'accouchement et la salle d'opération, pour le laboratoire aussi. Les personnes qui travaillent au laboratoire devraient normalement toujours porter la blouse en rentrant et se débarrasser de la blouse en sortant du laboratoire. Donc, ça dépend de la zone où la personne se trouve. Juste pour visiter le patient à l'hôpital, c'est monsieur tout le monde, c'est un peu comme tout le monde. Mais salle de maternité, salle d'opération, laboratoire, la salle de lessive où les gens sont là pour récurer tout ce qui circule à l'hôpital, ces gens doivent se changer en arrivant à l'hôpital ou en laissant l'hôpital avant de se rendre chez eux. Donc, je vous remercie. D'accord, merci. Merci, Georges, merci. On se parle. Merci, Georges. Je suis content de t'entendre. Et en fait, ça rejoint ce que vous disiez, docteur Hyacinthe, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Si on ne peut pas compter sur une équipe, on est en train de perdre son temps. Parce que dès qu'on a le dos tourné, c'est ce que disait Miss Neff tout à l'heure, dès qu'on a le dos tourné, les ménagères vont faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de motivation, beaucoup de supervision, OK, et beaucoup de présence aussi. D'accord. Je vais prendre une intervention sur la messagerie aussi. C'est de Pascal Yola Gassan. Félicitations, docteur Hyacinthe, pour cette présentation riche et éclairante. Votre message sur la désinfection comme choix institutionnel, collectif et stratégique est inspirant. Dans un contexte où l'environnement immédiat des hôpitaux influence directement la présence d'intrus, rongeurs, insectes et même parfois des animaux, quelle stratégie structurelle ou communautaire recommandez-vous pour limiter cette intrusion et sécuriser l'espace des hôpitaux? Oh, docteur Gassan, merci pour votre présence aussi. Il y a longtemps que je ne vous ai pas vu. Merci beaucoup. Mais vous me posez la question la plus difficile et c'est pour ça Oui. que c'est un sujet très complexe et il faut l'implication des ministères, de presque tous nos ministres, le ministre de l'Environnement, le ministre de la Santé publique, le ministre, je ne sais plus, des Travaux publics et tout ça. Il y a pas beaucoup de choses qu'on peut faire individuellement, mais nous sommes battus. Nous sommes battus contre les mouches, les moustiques, contre les rats, les ravets, contre les souris, les rats. Oui, nous sommes battus. Et donc, les empêcher de rentrer, c'est ça ce qui est plus difficile. Mais les empêcher de survivre à l'intérieur, là, nous sommes battus avec eux. Ça veut dire que n'importe lequel qui pénètre notre hôpital est condamné à mort. Donc, c'est comme ça que nous nous sommes battus contre ces intrus, rats, souris,
ravets, moustiques, mouches, dès qu'ils pénètrent, ils sont déjà morts. Donc, on met les stratégies en place pour les empêcher de survivre chez nous. Alors, voici la chose la plus intéressante et la plus importante que je peux dire pour répondre à la question du docteur Gasson, c'est que ces intrus ne sont pas seulement des intrus, souvent ils sont là parce qu'ils ont reçu une carte d'invitation. Et la carte d'invitation que ces intrus reçoivent, c'est nos poubelles. Les poubelles qui ne sont pas recouvertes les invitent à venir. Les mouches, les ravets, les souris, les rats arrivent à cause de nos poubelles. Ils trouvent quelque chose là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'on ne garde pas les poubelles à l'intérieur pendant plusieurs jours. La poubelle sort chaque jour et les poubelles sont recouvertes et il y a un sachet dans chaque poubelle. Si vous mettez de grands sachets ou bien de grandes poubelles, ce qui va arriver, vous n'allez pas avoir envie de les changer parce que la poubelle n'est pas encore remplie. Il faut mettre des poubelles à la dimension de la chose qu'on est en train de gérer. Si la poubelle va être remplie dans une journée, c'est une bonne poubelle. Si la poubelle attend 2 jours, 3 jours, 4 jours avant d'être remplie, c'est une trop grande poubelle. Et donc, à ce moment-là, les choses qui sont à l'intérieur vont pourrir parce que les gens mettent aussi des fruits, toutes sortes de choses. C'est une poubelle. Donc, les mouches, les moustiques vont venir, particulièrement si les poubelles ne sont pas recouvertes. Donc, les poubelles doivent être recouvertes. Les traces de jus, les traces de nourriture attirent les mouches, attirent les ravets, attirent les fourmis, et fourmis pas innocents. Donc, il faut immédiatement les faire disparaître. Traces de jus, traces de nourriture, quel que soit ce que nous pouvons considérer comme une invitation pour les mouches, les moustiques, les rats, les ravets, il faut les faire disparaître immédiatement. Parce qu'ils sont à la recherche de nourriture. C'est pour ça qu'ils viennent. Donc, si nous avons du matériel que les rats peuvent manger, il faut les enfermer dans des récipients qui résistent à leur attaque, des récipients en fer blanc, des grosses marmites, des choses qui les empêchent de trouver à manger chez nous. C'est ce qu'il faut. Alors, j'espère que j'ai un peu répondu à votre question, docteur Gasson. Oui, docteur Yacine, merci. Merci, docteur Gasson. Et docteur Bijou? Oui, bonsoir tout le monde. Bonjour, ravi de vous entendre encore. Un plaisir de participer à cette superbe conférence et merci à tout le staff. Et je crois que ce sujet est tellement d'actualité, de poids, qu'il faudrait, comme disait le docteur Lolagne, penser à faire un séminaire sur le sujet parce que c'est l'une des plus grosses faiblesses des mini-hôpitaux et des cliniques en Haïti. Et l'une des choses qui attire mon attention depuis quelque temps, c'est le fait que des fois, il y a une chambre qui est libérée et moins de 2 heures après, on y met un autre malade. Il n'y a pas de désinfection terminale. Il n'y a pas de nettoyage du tout, voire des infections. Et des fois, on se demande de quel état se trouve le matelas, même lorsqu'il est en plastique. Il y a des ventilateurs, des fois, ils vous donnent des matelas en coton qui absorbent tout. Et vous imaginez ce que ça absorbe comme dégâts. Et en plus de ça, ça m'est arrivé dans au moins trois hôpitaux de constater que le patient se plaignait de grattage, de pourriture tout le temps, et il y avait des punaises dans la chambre. J'étais voir un malade, je suis entré chez moi avec des punaises. Et le problème des punaises, c'est que des fois, l'hôpital fait ses efforts pour faire la désinfection, la désinsectisation, et un visiteur vient avec une paire, et les choses se gâtent. Il faut que ce soit des efforts constants et perpétuels pour qu'on puisse avoir les résultats vraiment.
Et le lavage des mains est exigible. Les gens avaient donné de l'importance à ça pendant le COVID. Et tout de suite après, ça a été mis de côté. Il fallait qu'il y ait des lavabos là, il y a l'eau ou bien un sanitizer pour que les gens arrivent à se laver les mains, même les visiteurs, et en partant, laissant l'hôpital aussi. Et c'est vraiment un sujet très lourd. Compliment encore parce que vous l'avez bien abordé. Bye bye. Merci. Pour réagir à Dr. Bijou, je pense encore qu'il nous faut mettre de la rigueur et aussi mettre notre soleil à profit. La désinfection terminale après chaque patient qui renvoie un matelas au soleil, souvent, n'est-ce pas? Ça dépend du moment, vraiment, on ne peut pas le faire tout le temps. Mais le soleil est un bon allié pour lutter contre les punaises. Parce que ça les dessèche, ça dessèche les œufs. Ils n'ont pas le temps d'éclore ou je ne sais pas, de se multiplier. Donc, il faut mettre de la rigueur, mettre le pied à terre pour insister que la désinfection terminale se fasse et que nos matelas visitent ou aillent au soleil pendant une journée de temps en temps. Merci. Je ne sais pas, il y a une nouvelle demande d'intervention. Je ne sais pas si c'est Ronald Fouché ou Georges. Charles? Non? OK. La main de Ronald est en haut, mais il y a Dr. Delaunay aussi qui a ouvert. OK. Alors, comme Ronald ne répond pas, Dr. Delaunay, vas-y. OK, merci, docteur Yacine, merci. Oui, ce que je voulais dire, c'est pour moi, chaque fois qu'on a fini avec une chambre, ce qu'on essaie de faire systématiquement aussi, on flitte avec le bégon, la chambre, quelle que soit la chambre qui se termine, on flitte avec le bégon pour enlever justement ce genre de punaises et tout ça. Systématiquement, on fait ça, régulièrement. Bon, oui. Là, tu es maître chez toi et tu es médecin. Il y a des décisions que tu peux faire. C'est pour ça un médecin, un docteur décide de certaines choses. C'est une décision stratégique. Et il faut pas oublier d'aérer parce que le bégon, même quand on a des produits qui ne sont pas tellement dégoûtants quant à l'odeur, mais c'est quand même un peu toxique. Toxique aussi pour nos bébés. Attention. Donc, il faut. Non, on ferme la chambre entièrement. On ferme systématiquement la chambre. La mise en quarantaine, ça, je suis d'accord. Merci, Georges. Et Dr. Delaunay? Oui, merci, docteur Desjans. Bon, je voulais signaler que dans nos hôpitaux, particulièrement les institutions publiques, il y a une certaine négligence par rapport à la propreté des toilettes et également une négligence par rapport à la présence ou à l'existence de points d'eau, particulièrement pour se laver les mains. Ça, c'est pas facile à trouver. Et je voudrais réagir un petit moment sur la remarque de ma consoeur, ma collègue docteur Madame Danielle Lemaire, collègue en formation et dans l'équipe de formation, sur sa remarque à propos des habits, des uniformes ou bien des habits des infirmières ou bien des visiteurs, etc. Pour dire quoi? Que les micro-organismes que l'on pourrait craindre sur ces habits-là, si les habits sont secs, ces micro-organismes ne résistent pas longtemps à la sécheresse, ni à la forte chaleur, ni à la sécheresse. Oui, mais tandis que dans l'humidité, ils peuvent réellement exister et persister. Donc, il est important d'éviter d'amener de la boue à l'hôpital ou des vêtements humides à l'hôpital. Et également, mais je pourrais penser qu'on pourrait
en Haïti particulièrement, avoir un tapis qui puisse plus ou moins nettoyer le plat des chaussures, parce que nous marchons dans des flaques d'eau sur la terre, etc., et nous entrons à l'hôpital. Le plat des chaussures de ceux qui entrent à l'hôpital, et au moins les assécher avant qu'ils arrivent dans les salles, et également souligner que le danger est plus important quand il s'agit de personnes qui peuvent tousser ou encore qui peuvent avoir des sécrétions, soit narinaires, soit dans les mains, sur les mains, etc. Les fumeurs qui peuvent avoir un mégot de cigarette et imbibé de sécrétions. Donc, le danger est plus important ici, est plus grave. Le risque est plus grave. Et de même que les personnes qui auraient des blessures, des blessures non couvertes aux porteurs de sang ou autres sécrétions, ça, il faut prêter une attention à tout cela pour s'assurer d'assurer la désinfection des salles. C'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Il faudrait quand même carrément demander aux gens qui ont des plaies ouvertes de ne pas venir à l'hôpital. Ce n'est pas le moment pour une personne de visiter l'hôpital. Avec une plaie ouverte, la personne est elle-même en danger aussi. Bien sûr, bien sûr. Merci. Daniel, est-ce que tu veux intervenir? Je vois que on a une main levée. Non? Oui, je pense qu'elle veut intervenir. Elle vient de lever la main. Là, mais il faut ouvrir le micro. Bon, en attendant, je prends une intervention dans la messagerie. C'est de Edith George. Bonsoir. Une présentation toujours d'actualité et pertinente dans un contexte de pénurie et de survie. Aussi, déjà, le lavage des mains, souvent à notre portée, reste une responsabilité individuelle et collective, comme vous le dites. La désinfection est l'affaire de tous. Merci de cette sensibilisation. Merci Edith. Contente de t'entendre aussi. Alors, toujours en attendant. Bonsoir, Julie, tu permets, contente de t'entendre. Merci de cette belle sensibilisation. Bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir que tu sois là avec nous. Oh oui, naturellement. Sans faute. Merci. Sans faute. Daniel? Oui, merci, docteur Desjans. Oui. Merci au docteur Delaunay pour la précision. Merci encore au docteur Yacine. Et je vais juste donner les points sur lesquels j'aimerais qu'elle réagisse pour ne pas garder trop la ligne. Et docteur Yacine, j'ai l'impression que tu n'as pas insisté sur la désinfection du mur. Alors, ce n'est pas du mur seulement, de la salle d'opération. La désinfection. Ensuite, concernant la dénomination que tu as donnée à ce personnel à qui tu as appris comment désinfecter, tu les as appelés hygiénistes. Donc, j'ai un inconfort avec cette dénomination compte tenu de la formation académique des infirmières hygiénistes. Okay. Et ensuite, troisièmement, tu as parlé que tu aimerais que l'État prenne en charge ou t'accompagne ou accompagne les hôpitaux dans la formation des formateurs et aussi dans la formation continue. Je vais te référer pour cela à la DFPSS et à la DSI qui pourraient t'aider en ce sens. D'accord? Très bien. D'accord. Maintenant, donc ça, ce sont 2 suggestions. Maintenant, oui. Il nous reste 2 points et la désinfection. Est-ce que je n'ai pas bien saisi ou est-ce que tu as raté la désinfection de la SOP et aussi la dénomination de ton équipe là pour la désinfection, tu les as appelés des hygiénistes.
On les appelle des hygiénistes chez nous, mais ce que tu dis là, c'est judicieux. Nous devons corriger ça. Est-ce que tu as une Oui. Comment tu les aurais appelés? C'est dans un souci de valorisation que j'avais choisi le mot pour donner un peu d'importance à... Oui, nous devons certainement les valoriser, mais leur donner ce titre d'hygiéniste, c'est trop spécifique, c'est trop professionnel. Ça demande un cursus académique, et tu vois, pour pouvoir obtenir ce titre d'hygiéniste. D'accord? OK. Donc, je pense que c'est ça. D'accord. Pardon? Comment tu les aurais appelés? Est-ce que tu as une proposition? Tu réfléchis, tu me fais une... Bon. Même si c'est après, Mais oui. J'avais une dénomination en tête, ça m'est échappé, je ne l'avais pas écrit. Ça va revenir. Après. D'accord. Pour la salle d'opération, nous avons effleuré la désinfection à la salle d'opération en disant que cette désinfection précède toujours la stérilisation. Ça, c'est en ce qui concerne les instruments. OK? En ce qui concerne les instruments, la désinfection précède toujours la stérilisation. Maintenant, la désinfection de la salle d'opération en tant que lieu de la chambre, du parquet ou des tables, etc., ça revient encore à la désinfection extraordinaire, une désinfection qui se fait après chaque geste et qui applique la technique des dessous. Donc, c'est inclus dans ce que j'ai dit, c'est seulement que la salle d'opération, c'est la désinfection extraordinaire. Tu comprends? La désinfection d'accord. qui se fait après chaque intervention chirurgicale. Avant et après? Oui, s'il y en a besoin avant, mais en fait, si tu fais une désinfection et que tu mets la salle en quarantaine, après, il n'y a pas besoin de revenir dans la désinfection avant d'opérer encore. OK? Et juste une petite motion, et sachant que chez nous, il y a tellement de poussière, Dr. Yassine, et la poussière n'a pas de barrière comme la fumée. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Donc, nous sommes dans... Et si nous prenons l'exemple de chez toi, je ne sais pas si maintenant on a l'asphaltage a pris fin, mais il y a beaucoup de poussière. Tu es dans un environnement qui reçoit beaucoup de poussière, tu as beaucoup de fumée qui te parviennent, et quand ils font brûler les détritus. Donc, je ne sais pas ce que tu peux... Bon, qu'est-ce que tu peux nous dire en ce sens? Occasionnellement, tu peux avoir des problèmes, tu peux avoir à faire une décision ponctuelle. Mais chez nous, nous n'avons pas un grand problème avec la poussière. Pourquoi? Parce que tu sais que nos salles d'opération ont été conçues pour être des salles d'opération. Donc, nous avons des couloirs qui défilent beaucoup avant d'arriver vraiment à l'intérieur de la salle d'opération. D'accord, merci beaucoup. Je voulais dire quelque chose aussi concernant, c'est le docteur Georges, je crois, qui a parlé du bégon pour la désinfection. Et docteur Georges, le bégon, le composant du bégon ou les composants du bégon sont à effet rémanent. Fermer les portes, ça ne donne rien. Parce que, quel que soit, même si vous ne prenez pas l'odeur vive, mais l'odeur est toujours là. C'est très dangereux, comme le docteur Yassette l'avait bien signalé. Dans une maternité, c'est pas recommandé. Et il a eu à dire qu'on ferme les portes, qu'on ferme les fenêtres. Mais non, quand on va ouvrir, l'odeur va se répartir et les dangers vont se multiplier sur les bébés et sur le personnel infirmier, le personnel médical. Merci. Merci. J'avais le droit d'en parler à mon confrère après cette conférence. Mais il y a raison de mentionner pour tout le monde que c'est il faut faire quelque chose d'autre. Oui, je suis d'accord.
Merci pour ces interventions. Il y a encore une intervention, mais je voudrais juste sur le dernier point soulevé par Madame le maire. Et en général, un hygiéniste c'est quelqu'un qui s'occupe de la propreté et de la sécurité des soins. Et peut-être que c'est peut-être en retenant l'idée de mettre en valeur le métier de nettoyer, de la désinfection, parce que c'est tellement central, c'est tellement une activité importante et puis qui paraît négligeable. Pourtant, on voit qu'il y a cette importance particulière et il y a la nécessité, effectivement, de mettre en valeur, de valoriser les gens qui font ce travail. Alors maintenant, je ne pense pas que ça puisse porter atteinte à, quand on parle d'hygiéniste tout court, ou bien alors on parle d'infirmière hygiéniste. Ça, c'est autre chose. Infirmière hygiéniste. Il y a aussi des dentistes hygiénistes. Ouais, donc, mais en tout cas, c'est peut-être un débat à faire après. Et donc, sans attendre, ce qui est intéressant par contre, c'est de faire ressortir justement la nécessité de formation. Et je reviens sur un point que Dr. Hyacinthe avait mentionné quand il s'agissait d'avoir des gens qui ne savaient pas lire ou écrire. Mais est-ce que ce n'est pas l'occasion aussi de les alphabétiser pour leur donner plus de compétences aussi? Je crois que, et là on déborde peut-être un petit peu, mais ça montre que c'est un problème tellement important et vous l'avez dit, c'est un travail d'équipe et chaque membre de l'équipe à chaque niveau a son importance particulière. Je vois que Madame le maire veut intervenir encore. Docteur Delaunay. Oui, j'aimerais... Attends, je veux réagir sur ce que le docteur a dit. Et nous n'avons pas besoin d'une personne simplement alphabétisée dans ce domaine. Non. Nous avons besoin d'une personne qui a un cursus scolaire et qui peut comprendre certaines choses. OK? Un petit peu plus que juste et lire l'adresse ou lire son nom ou signer son nom. L'alphabétisation ne suffit pas. Il faut au moins les classes primaires bien établies. Par exemple, je demande à une personne, écoutez la proposition du docteur Lolagne qui nous disait comment doser le Clorox pour pouvoir l'utiliser. Mais combien de jours que je vais passer à apprendre à une personne comment doser? D'ailleurs, ça ne fait aucun sens pour lui, même si il le fait ou elle le fait mécaniquement en ma présence. Dès que j'aurai le dos tourné, d'ailleurs, c'est ce qu'ils font. Je dis de mettre une cuillère de Clorox dans un gallon d'eau, et bien dès qu'on a le dos tourné, ils mettent un peu de Clorox, ils prennent la bouteille, ils versent sans doser, OK? Donc, s'il faut doser maintenant ces personnes qui ne savent pas assez de mathématiques, qui ne comprennent rien, qu'est-ce qu'on va faire avec? Non, il faut au moins les classes primaires. Et plus c'est élevé, plus c'est mieux. Ça veut dire, pour moi, ça devait aller jusqu'à quatrième secondaire. Mm-hmm. Okay? Pas de problème pour élever le niveau, il n'y a pas de problème, mais il faut faire avec tout le monde, avec ce qu'on a aussi, et peut-être élever le niveau de ce qui existe. Parce qu'on ne va pas simplement se débarrasser d'eux. D'accord. Docteur Delaunay voulait faire une intervention. Je voulais seulement suggérer qu'on pourrait ajouter agent devant hygiéniste pour le distinguer des infirmières, des agents hygiénistes. Agents hygiénistes. D'accord. Merci, docteur Delaunay. Oui, ça sonne bien. Yes. Oui, agent hygiéniste, oui. OK. Donc, apparemment, Daniel, ça va? Ça va, merci, docteur Desjans, merci, docteur Delaunay, merci, docteur Hyacinthe. Merci, merci, Daniel. Il y a une intervention de Jean-Marie Georges et une question. Quel protocole, docteur Hyacinthe, vous utilisez pour la désinfection d'un lit et des équipements dans une chambre qui a accueilli un patient contagieux ou encore de la table d'opération entre deux interventions qui se suivent? Je crois que en partie, vous avez répondu, mais
peut-être s'il y a des précisions à apporter. Oui, bon, le protocole, c'est le même à la salle d'opération. Une fois qu'on a ramassé tous les déchets, on a ramassé les déchets s'en vont à la poubelle et au dépotoir. On a ramassé le linge sale. Le linge sale s'en va à la lessive en passant par la route désignée pour le matériel sale. Ça veut dire qu'il y a une route propre et une route sale pour que le matériel propre ne soit pas mélangé au matériel sale. Donc, on envoie ceci à la salle d'eau, à la salle de lessive. On envoie les déchets au dépotoir. Maintenant, nous avons des surfaces. Les surfaces doivent être nettoyées. Et les surfaces, des fois, c'est les pieds des lampes aussi. Des lampes qui sont debout par terre, il faut penser à nettoyer les pieds, en dessous les pieds, etc. Donc, il faut nettoyer les surfaces et c'est la technique, à la salle d'opération, c'est la technique des deux sauts. Il faut enlever d'abord le sang complètement et appliquer la technique des deux sauts. Les deux sauts, c'est la façon de dire, mais si c'est la table, c'est mettre un gant, prendre le torchon, tremper le torchon dans le désinfectant, nettoyer la table, rincer dans l'eau claire, repasser encore. C'est ça à la salle d'opération. À la salle des lits, c'est pareil. Si j'ai la chambre d'isolement où la personne contagieuse est là, c'est la désinfection en cours, mais à chaque désinfection en cours, il faut s'assurer de tout jeter. C'est là que ça devient coûteux. Le torchon est à jeter, les gants sont à jeter, le tablier ou la blouse est à jeter, le masque est à jeter, le chapeau ou bonnet est à jeter, couche chaussures à jeter. Donc, la désinfection terminale, c'est la même chose, sauf que quand nous faisons la désinfection terminale, c'est le moment de mettre la chambre en quarantaine et d'envoyer le matelas qui a servi au soleil. Chez nous, on peut utiliser le soleil. Laisser le matelas dehors pendant une journée au soleil. Avec les moyens du bord, on peut faire beaucoup de choses déjà. D'accord. Merci. Une question de Edith Georges. Parle-t-on de préposés à l'entretien ménager et à la sanitation? Préposé. Je ne comprends pas la question. Non, en fait, c'est une suggestion de... C'était un peu... Non, ok. C'était un peu la question d'hygiéniste, agent hygiéniste, et là, on... Puis-je clarifier? Bien sûr. Non, c'est parce qu'il semblerait que le point d'ancrage était autour de la nomination ou peut-être le titre d'hygiéniste. Moi, je me demandais si ici, Junie, tu faisais référence à la personne qui s'occupe de l'entretien des lieux, à la sanitation des lieux. Quand tu dis hygiéniste, est-ce le cas? Puis, est-ce que c'est ce à quoi tu faisais référence, puisque Madame le maire semblait ne pas trop concevoir le titre comme étant celui-là. Est-ce ce à quoi tu fais référence quand tu dis... Parce qu'ici, c'est ce qu'on dit ici, comme tu le sais, à Montréal. Ils vont dire le préposé à l'entretien ménager ou à la sanitation. Celui qui vient avec, comme tu dis, les seaux, il a tout ce qu'il faut, tout l'appareillage, il vient faire la désinfection. C'est ce qu'ils font et ils le font. Tout ce dont tu viens de décrire, et c'est ce que je vois qui se fait d'une manière rigoureuse. Et cette personne est identifiée comme étant le préposé à l'entretien. Tu sais, et c'est pour ça que nous devons faire ce que j'ai appelé, comment encore, et l'étude de faisabilité, et c'est presque une étude de faisabilité que nous faisons là en ce qui concerne le nom. Et est-ce que ce sera accepté par l'environnement ou est-ce que ça va être perçu? Moi, en grandissant à Port-au-Prince, j'ai connu les agents sanitaires. Donc, on pourrait aussi utiliser ce mot-là, agent sanitaire. OK? J'ai connu aussi les infirmières hygiénistes. Donc, on doit quand même essayer d'accommoder tout le monde pour que tout le monde soit à l'aise,
Pour moi, ça sonnait très bien le mot hygiéniste et je me demande déjà s'ils ne sont pas déjà habitués avec ce mot. Agent hygiéniste me semble être très bien pour faire l'équilibre entre les infirmières hygiénistes et les agents hygiénistes, puisque dans notre communauté, nous avons les agents administratifs, les agents comptables, les agents, toutes sortes de choses. L'agent comptable n'est pas forcément un comptable, il est juste une personne qui est là à l'administration pour aider avec la comptabilité d'une certaine manière. L'agent administratif, nous avons des agents administratifs qui sont là pour aider aussi avec l'administration. En tout cas, c'est une petite enquête avec des questions pour qu'on pourra trouver la bonne réponse. J'ai pas cette sensibilité, mais en tout cas, je pense que ce que je retiens, c'est très important, cette sensibilisation que tu nous as faite, parce que chacun puisse le traduire selon les limites et la réalité de leur milieu, mais qu'il faut que ce soit quand même malgré tout standardisé et selon et c'est important, il faut qu'il y ait une certaine rigueur dans tout ceci, mais je pense qu'on retiendra tous que c'est important, ce genre de débat. Oui, définitivement. Et comme le suggère Dr Bijou dans la messagerie, définitivement, il faudra refaire ce sujet en conférence ou séminaire. Donc, Dr Yacine, vous êtes prévenu qu'il y a de la demande. On va voir, oui. Et peut-être une toute dernière intervention de Daniel, le maire. Ou bien c'est une ancienne. Ah, d'accord. C'est juste pour une petite suggestion. Alors, concernant la désinfection dont le docteur Yacine parlait, et je crois que c'est une réponse qu'elle donnait au docteur Georges, si je ne me trompe, concernant la désinfection de la salle. Et elle a parlé d'utilisation de torchons imbibés de solutions désinfectantes. C'est bien ça, docteur Yacine? Ah oui. Bon, ne serait-il pas mieux, avant de passer la solution, de savonner? Bon. La surface. Laver. Laver la savon, de l'eau savon. Plus besoin de l'eau savon. Juste de l'eau pour enlever les traces de sang, l'excès d'urine, de pus, de tout. On lave à l'eau claire, ça suffit. Maintenant, si tu veux utiliser du savon, ok, ça ne va pas tuer, mais c'est quand même dans le coût, tu augmentes le coût, c'est tout. Merci Daniel. Merci. Je profite de saluer Dr Béatrice Aimé. Oh, voilà. Bébé. Oui, qui suggère, alors toujours dans ce choix de termes, elle suggère préposer à l'hygiène. Ça aussi, c'est bon, comme j'aime bien, préposer à l'hygiène. Oui. Et puis j'ai peut-être une toute dernière intervention avec Fabiola Anorjuste. Est-ce que vous voulez ouvrir votre micro? Fabiola. Ah, ça peut être... Il y a un retard dans notre système parce que ça prend du temps pour... Oui, j'ai envoyé l'autorisation d'ouvrir le micro. Bon. Dans ce cas, bon là, je crois que j'ai fait le tour des questions. Allô? Oui, allez-y. Allô? Oui, bonjour. Bonsoir. Fabiola? Oui, allez. Allô? Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je voulais remercier les panélistes pour ce sujet assez important. Je suis Fabiola. Je suis infirmière à l'hôpital fédéral La Paix. Moi, mon intervention serait autour de l'affaire d'uniforme. C'est le port d'uniforme en milieu hospitalier, l'uniforme qu'on porte. Moi-même, je crois qu'il faudrait faire l'éducation
des professionnels de la santé à ce sujet parce que je crois que c'est un problème d'éducation, puisque porter l'uniforme au supermarché et maintenant c'est une question d'éducation parce que c'est pas ça qu'on a appris normalement à l'école quand on était à la fac. Donc on nous a appris que l'uniforme doit être porté seulement en milieu de travail. Donc si l'uniforme est porté à tous les coins de rue, moi-même j'ai l'habitude vraiment de rencontrer des gens qui portent l'uniforme en pleine rue et au marché, dans les supermarchés, tout ça. Donc maintenant, je crois que c'est quelque chose qu'on devait prendre à cœur pour essayer de sensibiliser et, au niveau des institutions de formation d'abord, puis on passe par les professionnels de la santé qui vraiment travaillent en milieu hospitalier. Donc, je crois que c'est très important de pouvoir répéter cette formation, cette séance, donc sous forme de séminaire, pour qu'on puisse mieux informer et mieux éduquer les professionnels dans le domaine de la santé. Merci. OK. Merci. Je vais faire une petite intervention, docteur Deschamps. Oui, Denise, Alors, vas-y. justement, c'est pour surenchérir à tout ce qui a été dit. Docteur Yacette elle-même a parlé de ça, et docteur Lolagne, et puis ensuite docteur Bijou. Je crois que c'est vraiment important d'inclure ces notions. Je ne sais pas s'il y a des responsables de faculté là dans l'assistance, parce que ceci n'est pas vraiment enseigné sur les bancs de la faculté, que ce soit pour les médecins, les infirmières, les techniciens de laboratoire, qui vont se retrouver dans cette réalité, mais sans en connaître vraiment les notions de base. Moi, je pense qu'il faut vraiment renforcer cet aspect pour que ça soit enseigné dès les bancs de la faculté. Notre docteur c'est à parler de formation standard. Je crois que quelqu'un lui a conseillé, je crois que c'est Daniel, de voir ça avec la DFPSS. Parce que comme tu as dit, il y a des formations pour les agents de santé communautaire, les officiers sanitaires et tout ça. Bon, si on retient préposé à l'hygiène, peu importe le nom qu'on va retenir, ce sera bien vraiment de faire une formation standard et comme ça, on finira par s'entendre sur le nom. Et je renchéris encore à la proposition du docteur Bijou. Définitivement, il faut penser à ce séminaire et inviter plus les hôpitaux, les personnels de tous nos hôpitaux qui doivent bénéficier de cette formation. C'est ce que je voulais dire. Comment marquer aussi la santé publique? Parce que pour moi, les autorités doivent être partie prenante de notre démarche si nous devons aboutir à quelque chose. Tout à fait. Je voudrais ajouter à ça, docteur Yacine, qu'il y a des efforts qui ont été faits, par exemple, sur plusieurs années, en termes de le ministère de la Santé, à travers sa direction, le Centre d'information et de formation en administration de la santé, qu'on connaît sous le nom de CIFAS, sur plusieurs années, a contribué à former des équipes de direction d'hôpitaux et à la gestion, à l'administration de la santé. Et parmi les modules enseignés dans ce cursus, il y avait l'hygiène hospitalière. Et donc, dans ce sens-là, je pense que c'est des efforts effectivement qui sont à poursuivre. Malheureusement, il y a eu des hauts et des bas. Mais effectivement, c'est peut-être l'occasion de relancer tout ça à travers la direction de formation, à travers le CIFAS. Et parce c'est clair qu'il y a la responsabilité des autorités de l'État, comme vous avez dit, il faut l'implication. Mais ma question aussi, c'est est-ce que en même temps, du côté des hôpitaux eux-mêmes, est-ce que, par exemple, est-ce qu'il existe une association des hôpitaux ou ne devrait-il pas exister une telle association qui pourrait justement s'entendre, harmoniser les protocoles et tout ça en termes de désinfection. Et à ce moment-là, qui pourrait contribuer aussi avec donc les autorités sanitaires pour la mise sur pied de telles formations et faire avancer le tout. Donc, voilà. Yeah. OK. Donc, sur ce, je crois que j'ai fait le tour des questions. Merci beaucoup pour les réponses. Je vais peut-être passer le micro au docteur Derivoire. Bon, il y a, comme on l'avait convenu, je ne vais pas faire de résumé ni de synthèse aujourd'hui.
on est les mêmes qu'au départ. On va simplement passer la parole au docteur Hyacinthe qui va nous rappeler les take-home messages et ensuite, docteur Delaunay dira le mot de la fin. Alors, pour le take-home, alors on va préciser les messages clés, n'est-ce pas, ou les points clés? Les messages clés, les points clés, ce qu'elle veut qu'on retienne. D'accord. Voilà. Bon, en fait, on a déjà retenu ce qu'il faut retenir, je pense. C'est que la désinfection, c'est l'affaire de tous. Et on ajoute que l'heure est venue de partager nos expériences en la matière, de mettre nos acquis en commun, d'encourager l'implication de tous, car la désinfection des milieux hospitaliers et même la désinfection tout court, la désinfection partout, c'est l'affaire de tous. Elle est importante, souvent indispensable à la santé. Voilà, ce sont mes derniers mots. Merci, docteur Hyacinthe. Alors, docteur Assad nous fait remarquer qu'il existe l'association des hôpitaux privés. Et donc, peut-être que, donc, on me disait, peut-être à ce niveau-là aussi, il y a du travail à faire déjà, de mise en commun. Oui, je suis membre de l'association des hôpitaux privés, mais en fait, est-ce qu'ils étaient invités aujourd'hui? Je ne sais pas. Pour peut-être les inviter la prochaine fois. Mais oui, bon, mais oui. Et donc, Eunice, pas d'intervention. J'ai l'impression que non, c'est une ancienne demande d'intervention. Eh bien, Brunel, je crois que nous avons bouclé nos 2 heures. Merci beaucoup, docteur Desjans. Je suis très content de la présentation du docteur Juni Frère Hyacinthe. Et je pense que cette conférence et cette présentation du docteur Hyacinthe est suffisante pour nous motiver à améliorer notre façon de gérer l'hygiène à l'hôpital. Et nous savons que la situation n'est pas idéale dans nos institutions. Donc, nous avons vraiment un effort à faire et particulièrement une mobilisation à faire pour motiver, sensibiliser tous les responsables d'hôpitaux et également tous les staffs hospitaliers. Donc, je remercie vraiment de tout cœur docteur Hyacinthe pour ce travail. Je suis vraiment impressionné par la clarté de la présentation, le style vraiment simple, clair, facile à absorber et la complétude également du sujet qu'elle a présenté. Donc, tous les points ont été considérés depuis l'historique, la définition jusqu'au protocole, au processus et également l'évaluation. Donc, c'est important, vraiment, c'est un travail vraiment très bien, technique, académique et pratique que nous venons de bénéficier. Donc, je souhaite que tout le monde puisse appliquer les principes dont nous a fait part Dr. Hyacinthe aujourd'hui. Donc, je vous remercie également, chers invités, de nous avoir accompagnés jusqu'à ce moment. Je remercie également Dr. Frédéric Barreau-Desjans de sa modération vraiment à point, très, très bien construite, et Dr. Eunice Derivoire-Mérisier pour son apport à la réussite de cette conférence. Je vous rappelle qu'au 4e mercredi de chaque mois, le FMC, le Forum médico-chirurgical FMC, a une conférence pour vous. Au mois d'août, notre prochaine conférence sera la 62e, sera animée par le docteur Anne-Marie Léveillé-Tulcé,
et qui a plusieurs titres, un PhD, et qui a beaucoup de titres que nous verrons dans l'invitation, et qui va nous entretenir de la vaginite chez l'enfant. Je pense que c'est un petit peu un sujet qu'on n'a pas abordé, on n'a pas vraiment abordé déjà en conférence, mais elle est intéressée à nous parler de la vaginite chez l'enfant. Donc, je vous attends au 4e mercredi du mois d'août toujours à la même heure, de 6h à 8h pour cette conférence. Donc, je vous remercie encore de votre présence et je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit. Merci. Jusqu'avant de partir, je voudrais avoir 1 minute pour dire que j'apprécie beaucoup la présence de beaucoup de personnes que je n'ai pas vues depuis longtemps. Je ne prendrai pas le temps de citer les noms, mais je me sens vraiment honorée. Merci de votre présence parce que notre assistance est vraiment prestigieuse. Merci d'avoir fait le sacrifice d'être avec nous ce soir. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée à tous. Merci. Merci, Dr. Loulin. Merci, Daniel. Merci, Dr. Bijou. Merci tout le monde. OK. C'est un plaisir, Dr. Delaunay. D'accord. Oui, Dr. Deschamps, c'était une intervention que je voulais faire.